Bonjour, Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, est un important centre d'affaires classé parmi les 30 mondiaux. Avec mes invités, nous évoquerons la situation économique et politique de ce pays, puisque le 14 février dernier, Cyril Ramaphosa a succédé à Jacob Zuma. Alors, je vais commencer par la seule femme de ce plateau, parmi les invités, Perrine Croiteau. Vous avez vécu en Afrique du Sud de 2012 à 2016. Que faisiez-vous? Alors, je suis partie initialement pour un stage de fin d'études pour travailler pour Business France, donc principalement pour aider les entreprises françaises à exporter leurs services et leurs biens en Afrique du Sud. À la suite de quoi, je n'ai pas voulu quitter le pays et donc j'ai continué avec un VIE pour une entreprise dans le packaging en tant que chargée de développement commercial pour l'Afrique australe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Et aujourd'hui, je suis toujours chargée de développement commercial dans un cabinet de conseil à Paris. Richard Simonet, vous également, vous avez vécu en Afrique du Sud de 2011 à 2015 et vous avez créé d'ailleurs le Petit Journal. J'ai repris le Petit Journal. À la base, j'ai suivi mon épouse expatriée pour un grand groupe pétrolier français sur place. Et donc, j'ai repris la franchise du Petit Journal qui était plus occupée, qui avait été créée avant la Coupe du Monde. Et donc, j'ai animé ce média et développé également celle de Captain. Sébastien Hervieux, vous également, vous avez vécu en Afrique du Sud de 2006 à de 2008, pardon, 2008 exactement. à 2016. Vous êtes journaliste et vous... Oui, j'étais journaliste. Correspondant pour Le toujours Monde. Journaliste, correspondant pour Le Monde, ce qui m'a donné l'occasion de suivre avec intérêt l'actualité du pays, de la région aussi. Et depuis, je suis passé par Abidjan, Côte d'Ivoire rapidement et aujourd'hui, je suis à Courrier International, voilà, responsable africain. Alors, autre Sud-Africain de cœur, Laszlo Kiss. Vous y avez vécu de 2012 à 2016 dans un secteur qui est très porteur dans ce pays, les mines. Oui, alors moi j'étais arrivé pour une mission de 2 mois à l'origine et j'y suis resté plus de 45 mois en tant que consultant dans une société Bain & Company, de conseil en stratégie, beaucoup de missions d'optimisation de process dans les mines d'or. Donc j'ai pu voir cette industrie, entre autres. La première question sera pour Sébastien Hervieux. Jacob Zuma, dont le mandat devait s'achever en 2019, a été démis de ses fonctions le 14 février dernier. Son successeur, Cyril Ramaphosa, est un syndicaliste connu, également un homme d'affaires, classé 12e fortune de l'Afrique. Quels sont les défis majeurs qu'il devra relever pour tourner la page Zuma ? Le premier défi, ça va être de remporter ces élections, puisque c'est un peu pour ça que Jacob Zuma, qui est au pouvoir depuis 2009, a été poussé à la démission par son propre parti, l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Et en fait, il a été poussé à la démission parce que les gens de l'ANC se sont rendus compte que s'il le gardait à la tête, il risquait peut-être de perdre les élections l'année prochaine, ce qui était un discours totalement inimaginable il y a encore quelques années. Donc ça va être sa première mission, rassembler le pays et son parti pour gagner les élections. Et puis après, les défis sont immenses, puisque Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, certains ont l'occasion de dire que ça a été un peu une décennie perdue pour l'Afrique du Sud. La plupart des chantiers qui étaient à l'œuvre en 2009 sont encore là. Donc le premier défi, c'est de lutter contre la corruption, qui est devenue presque endémique dans le pays depuis. Cette lutte contre la corruption qui est très difficile. Relancer la croissance. Jusqu'en 2008, on avait un taux de croissance qui était de 5% en moyenne à peu près. Et depuis la crise de 2008, on est passé sous la barre des 1,5% en moyenne. Donc il y a à la fois les effets du contexte mondial international, mais aussi la présidence, la gouvernance de Jacob Zuma qui a plombé un peu tout ça. Et puis on peut citer plein d'autres chantiers qui sont tous aussi prioritaires, la lutte contre les inégalités, restaurer le système éducatif pour qu'il soit bien meilleur qu'il l'est aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Beaucoup de choses à faire. Alors Laszlo Kiss, pour un néolibéral, relancer l'économie. Moi je pense qu'il a deux autres défis. Le premier, c'est l'Afrique du Sud a décidé de se lancer dans l'expropriation sans compensation. Ça a été décidé en décembre 2017 et ça a été acté par le Parlement au début de l'année. Et tous les détails restent encore à faire. C'est encore très flou. Et c'est là où on est content C'est une finalement. réforme agraire qui avait été déjà repoussée depuis Mandela. C'est là où on est content d'avoir quelqu'un comme Cyril Ramaphosa qui a une idée, qui a une expérience dans les affaires et qui saura prendre les décisions pour ne pas déstabiliser et l'économie et surtout la sécurité alimentaire.
Perrine Croiteau. Oui, je suis d'accord. L'autre intérêt d'avoir quelqu'un comme Ramaphosa au pouvoir, c'est aussi de rassurer les investisseurs, puisque ces dernières années, on avait une volatilité de la monnaie qui était très forte, qui avait un impact directement pour les entreprises exportatrices comme celle pour laquelle je travaillais, qui nous rendait complètement non compétitifs en fait, sur le marché sud-africain et qui a effrayé un certain nombre d'investisseurs qui se sont redirigés vers d'autres pays du continent qui ont aussi leurs difficultés, mais qui avaient un potentiel de croissance économique beaucoup plus fort, comme le Nigeria par exemple, ou le Kenya. Et je pense qu'aujourd'hui, un des grands enjeux de Ramaphosa, c'est de redonner sa place à l'Afrique du Sud au sein du continent africain. Richard Simonet, qu'est-ce qui vous aura marqué de la période Zuma à la tête de l'Afrique du Sud? L'image quand même de la corruption de ce président était très forte, mais avec tout le poids de l'ANC dans ce pays, quand j'étais présent là-bas, c'était la première fois qu'une génération post-apartheid votait aux dernières, aux précédentes élections. Mais on sentait encore le poids très fort dans les familles pour dire que c'était le parti libérateur et qu'on devait voter pour l'ANC. Donc effectivement, ça reste un poids qui reste important aujourd'hui. Alors je propose de regarder un sujet sur le climat des affaires en Afrique du Sud. Alors pourquoi Johannesburg? Il faut savoir que Johannesburg fait partie de la région du Gauteng et que le Gauteng compte pour 80% du business. La ville est passée sous l'étiquette DA aux dernières élections d'août 2016 municipales et donc sous l'impulsion du changement, du renouveau. La ville se développe les initiatives et les salons pour attirer les investissements, à l'exemple de la conférence Inspire Gauteng Expo de début septembre 2017. Les arguments sont nombreux, tels que l'accès au marché africain, de nombreuses connexions se font depuis Johannesburg, des infrastructures, un réseau routier, des installations modernes aux standards européens, un environnement ouvert au business. Il faut savoir aussi que de jeunes actifs éduqués et avec des compétences dans les services de l'engineering, de la finance sont aussi disponibles sur la région de Johannesburg. Et enfin, la bourse de Johannesburg est la première du continent et la 17e capitalisation au monde, 959 milliards US dollars fin 2016, soit plus de 3 fois le PIB sud-africain. Un point sur la devise, l'annonce de la récession a immédiatement fait chuter le rand, qui est la devise nationale très volatile. Elle peut en effet varier de 5% dans le cours d'une journée, car très prisée par les traders pour les placements courts et risqués. Rapidement, quelques faiblesses et forces pour conclure. En termes de faiblesses, donc c'est vrai que l'Afrique du Sud est en période de récession, il y a des tensions sociales et de fortes inégalités qui persistent et de la corruption. Mais voilà, au niveau des forces, une population jeune qui parle anglais, un sol très riche en ressources minières et voilà, l'Afrique du Sud tient une place dans les échanges internationaux. Et ne pas oublier l'ouverture sur la région et le reste du continent. Ok, c'est une réaction à ce reportage? Oui, une grande partie de l'économie de l'Afrique du Sud est basée sur l'industrie minière, qui a connu ces dernières années des cours bas. Je pense que tout le monde espère que les années qui vont venir vont voir une montée des prix des matières premières, et notamment au service de l'Afrique du Sud, qui a une des premières pays à la fois en termes de ressources de platine, ils ont de l'uranium, ils ont de l'or. Et d'ailleurs, Ramaphosa, pour ne citer que lui, dit on veut faire de cette industrie l'industrie du soleil levant. C'est pas une industrie qui est partie pour mourir. Donc ça va être clé dans la capacité de l'Afrique du Sud à se relancer. C'est Cyril Ramaphosa. Je cite aussi d'ailleurs qu'il a été longtemps au bord d'une des principales sociétés de mines et qu'il était à la tête de l'industrie des syndicats des sociétés minières. Donc il sait de quoi il parle, il sait comment ça marche, et il va tout faire pour le faire partir dans le bon sens. Perrine Croiteau, c'est une chance pour le climat des affaires d'avoir un homme d'affaires à la tête du pays? Oui, je pense que ça crée vraiment la rupture par rapport à Zuma, avec quelqu'un qui a une légitimité par rapport au monde des affaires qui va rassurer encore une fois les investisseurs. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, en effet, je pense que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est extrêmement riche, aussi bien par ses ressources de son sol, mais aussi par ses infrastructures, par sa connexion aussi avec le monde, puisque les liens encore avec la Grande-Bretagne, l'Europe de manière générale, sont extrêmement forts. Et je pense que c'est une richesse sur laquelle on s'est assis pendant plusieurs années avec l'ère Zuma, mais qu'aujourd'hui, on va pouvoir enfin exploiter tout ce que l'Afrique du Sud a à offrir en termes d'affaires et d'économie.
Sébastien Hervieux, malgré tous ces atouts, le taux de chômage reste quand même très élevé. Oui, c'est exactement 26%. Là, Hein. on est presque même 27,7%. Et ça, c'est le taux de chômage officiel. Si on le prend élargi, on est à 40%. Un jeune sur deux est au chômage aujourd'hui. Et en fait, le défi de Cyril Ramaphosa, c'est à la fois dans une économie qui est quand même dominée par les services encore aujourd'hui et qui n'emploie pas tant de monde que ça. Comment on fait pour absorber toute cette main-d'œuvre qui arrive chaque année? Donc, à la fois dans les industries minières, c'est une possibilité, mais à condition qu'on la mécanisme pas trop non plus. Dans les services, il y a des possibilités, mais il faut trouver les différents atouts. Et ça, je pense que c'est peut-être le défi principal de Cyril Ramaphosa, c'est comment on absorbe cette main-d'œuvre qui est peu qualifiée, comment on fait pour qu'elle ait du travail, même si c'est un travail qui n'est pas forcément au niveau de salaire. Bah là, c'est justement une de ces bases. C'est le programme 1 million de stagiaires pour permettre à ces gens-là d'avoir une première expérience de travail. Richard Simonet, en 2003, a été mis en place le Black Empowerment pour permettre la création, l'émergence d'une classe moyenne sud-africaine noire. Est-ce qu'on a vu les fruits de cette politique? Alors on a vu les fruits, je pense, dans les grandes entreprises, parce que effectivement, pour avoir après des marchés publics, il est obligé d'avoir un certain score au niveau de ce billet. Mais à contrario, la problématique, c'est l'éducation de ces personnes-là. On en parlera après, je crois, mais c'est effectivement le niveau de ces personnes employées uniquement, entre guillemets, parce qu'elles étaient noires, quoi. Et souvent, on fait appel à des consultants extérieurs pour faire aussi en partie le travail. Donc le Black Empowerment n'a pas été un succès total. L'idée originelle est assez noble d'une certaine manière. Comment on fait pour compenser les inégalités héritées de la période d'apartheid, mais aussi 400 ans de colonisation. Et je pense qu'il y avait vraiment un besoin de faire différence. Après, on a senti dans l'application qu'il y avait une partie des gens, une certaine élite noire qui en avait largement profité. Ce qu'on a appelé les Black Diamonds. Exactement. Et je pense qu'on ne peut pas avoir un programme d'émancipation positif ou discrimination positive des Noirs si dans le même temps, on n'a pas un effort fait considérable sur le système éducatif. Comment on peut espérer avoir des jeunes Noirs qui sont au niveau si dans les campagnes, on a des écoles qui n'ont pas toujours l'eau ni l'électricité, qu'on n'a pas les bons élèves, les bons professeurs plutôt, et qu'on ne leur donne pas les mêmes chances, mais au plus jeune âge, et pas seulement une fois qu'ils arrivent en disant il faut notre quota, ce qui arrive souvent, et on s'arrange pour avoir son quota de noirs dans son entreprise, mais c'est pas ça qui fondamentalement change les choses, même s'il y a quand même une évolution majeure. On n'avait pas de classe moyenne noire avant, et ça c'est une vraie réalité qui impacte aussi sur la manière dont ce pays est dirigé. Et la classe moyenne noire soutient Cyril Ramaphosa, donc c'est une grande différence. Je propose de marquer une pause. Perrine Croato, on a vu qu'il y avait deux secteurs porteurs. Le premier, ce sont les mines, mais il y a également le tourisme. En dehors de ces deux secteurs, quels sont les autres secteurs qui marchent? Bon, je pense que au-delà des mines et du tourisme, il y a toute l'industrie qui est très porteuse en Afrique du Sud. C'est le pays le plus industrialisé du continent. Tout à fait. Finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de multinationales qui ont leur siège en Afrique du Sud de par sa stabilité, les infrastructures et la vie, la qualité de vie des expatriés aussi, donc qui sont installés notamment à Johannesburg, Cape Town ou Durban. L'Afrique du Sud, c'est vraiment un hub aujourd'hui économique, en Afrique australe notamment, bien qu'il soit aujourd'hui de plus en plus concurrencé par des pays comme la Zambie, le Kenya ou l'Éthiopie, qui sont des pays en plein développement. Je pense que la main-d'œuvre est quand même assez bien qualifiée. Le système éducatif de l'enseignement supérieur, pour ceux qui ont la chance d'y accéder, leur donne accès à une éducation en tant qu'ingénieur qui est tout à fait valable et qui est reconnue mondialement. Mais il n'est pas à la portée de tout le monde. Évidemment, pas à la portée de tout le monde. Voilà, donc en effet, finalement, l'Afrique du Sud, notamment depuis l'apartheid, finalement, on s'est rendu compte que l'économie sud-africaine s'est développée un petit peu en huis clos
puisque un petit peu mis au banc des nations, et donc à développer des richesses et une industrie forte dans beaucoup de secteurs. Laszlo Keys, quelles sont les procédures pour monter une entreprise en Afrique du Sud? Alors avant juste de passer à ça, les banques, les institutions financières en Afrique du Sud sont au moins au niveau des, pas de capitalisation, mais de services de banques européennes. Hein. Et c'est la porte d'entrée des investissements vers l'Afrique australe, comme vous disiez. Pour créer une entreprise, il faut à peu près une semaine, ça coûte 70 €. Et le temps qu'elle soit inscrite, il faut à peu près 30 jours. Donc c'est assez facile de créer une entreprise sur place. Et quelle est la place des entreprises françaises aujourd'hui? Les grandes multinationales sont très présentes dans tous les secteurs de l'énergie, effectivement, même dans les nouveaux secteurs de l'énergie comme l'éolien et le nucléaire. Et le nucléaire est un sujet qui intéresse toujours beaucoup les services économiques de l'ambassade. Après, au niveau des PME, c'est quand même plus compliqué pour accéder à ce marché-là. Parce qu'effectivement, on peut créer une entreprise assez facilement en Afrique du Sud, mais derrière, il faut quand même avoir les relais sur place, les bons actionnaires, et c'est pas un marché forcément facile pour les PME, PMI. Sébastien Hervieux, en 8 ans passés en Afrique du Sud, est-ce que vous avez vu le tissu économique évoluer de manière... En général, peu, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une décennie perdue, en fait. Le sentiment que j'ai, c'est que Jacob Zuma, puisque c'était lui qui était à la manœuvre, finalement, on a l'impression qu'il a mis un peu le pays en pilotage automatique, quoi. Il était au pouvoir, il faisait ses petites affaires de son côté, mais sur les grandes réformes, il n'y a pas eu de réformes fondamentales. On a énormément de mal à trouver ce qu'il a fait de bien. On a ce plan national du développement qui avait un horizon 2030 avec tant d'emplois qui devaient être créés. On en est très loin aujourd'hui. Et donc, c'est dommage parce que dans ce même temps, on a d'autres pays en Afrique, vous le disiez tout à l'heure, qui, eux, ont avancé. L'Afrique du Sud bénéficie de toute une série d'atouts, notamment comme porte d'entrée sur tout le continent africain, en tout cas côté anglophone, dans la partie anglophone. Mais ce qu'on a vu également, c'est que l'Afrique du Sud a pris des parts de marché en Afrique francophone. Oui. Même depuis l'époque Mbeki. Ça, c'est un vrai changement de culture parce que ça a mis énormément de temps et on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre parce que la réception dans les pays francophones des entreprises sud-africaines, c'est qu'il y a toujours un petit côté dans les entrepreneurs sud-africains, notamment quand ils vont dans le reste de l'Afrique, un petit côté arrogant, un petit côté on sait comment ça fonctionne. Et ça, c'est l'héritage malheureux un peu de l'apartheid qui a rendu ce pays assez isolé sur lui-même, tourné sur lui-même. Et maintenant, quand ils sortent, ils pensent qu'ils sont bons. Et en fait, souvent, on leur dit... non, vous n'êtes peut-être pas si haut niveau. Il y en a certains qui font la comparaison en disant que l'Afrique du Sud sont un peu les États-Unis sur le continent américain ou le continent africain. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très forts et en même temps, ils ont énormément de mal à comprendre comment fonctionnent les autres pays et les autres cultures, et ce qui n'arrange pas forcément les affaires, à part les très grands groupes qui ont complètement les moyens d'agir. Perrine Croatreau, quel conseil vous donneriez à une entreprise qui voudrait s'installer en Afrique du Sud ? Moi, je peux parler de mon expérience puisque c'est vrai que quand j'étais chargée de développement commercial en tant que VIE, mon entreprise n'avait pas de structure locale sur place. J'étais un petit peu envoyée en tant qu'éclaireur pour développer l'Afrique australe. Ce qu'on s'est... Vraiment, la première remarque qu'on s'est faite assez rapidement, c'est de dire que l'Afrique du Sud est vraiment un pays à part, très différent des autres pays de la région finalement, puisque si on a eu énormément de réussite commerciale dans des pays voisins ou des pays comme le Nigeria, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas adresser de la même façon l'Afrique du Sud. Encore une fois, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui s'est construit pendant l'apartheid un petit peu de manière isolée, qui repose sur une industrie forte, sur des gens qui ont des qualifications assez spécifiques et qui n'ont pas forcément besoin des Européens pour mener leur business. Et ça a été très marquant, où finalement, ils ont plus préféré tisser des liens avec les pays asiatiques comme la Chine, etc., qu'avec l'Europe qui finalement, en termes d'échange, n'était pas forcément très avantageux d'un point de vue économique. Hein. C'est vrai que quand on arrive avec des équipements européens produits en France à des prix en euros, on n'est pas du tout compétitif sur le marché. Donc il y a vraiment cette première phase, ce premier conseil, c'est de bien comprendre le marché, aller rencontrer les partenaires sur place, ne pas faire de la surqualité, mais adresser le marché comme il le faut et avoir une politique de prix assez compétitive sur place. Votre expérience, Richard Simonet ?
Sur l'entreprise. Sur l'entreprise, ouais. Oui. Bah, l'entreprise, effectivement, je pense que c'est important qu'elle comprenne bien son marché. On est sur un marché plus anglo-saxon que francophone. Hein. C'est aussi, je pense, le frein de leur développement sur l'Afrique de l'Ouest. Une barrière de la langue, parce qu'ils ne maîtrisent pas le français, ou très peu, pour très peu d'entre eux. Et derrière, effectivement, pour les entreprises qui veulent s'installer là-bas, surtout pour les petites, c'est d'avoir des bons relais locaux, quoi. Mais avec l'expérience du petit journal, version sud-africaine. Alors, le petit journal, on lui est sur une cible vraiment aussi, sur les expatriés, donc effectivement, et sur les francophiles et expatriés. Mais effectivement, nos annonceurs étaient des entreprises, soit des grands groupes français, soit des petites entreprises françaises développées sur place, beaucoup dans la gastronomie, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont réussi dans ce domaine-là. Aslokis, dans le secteur des mines, se lancer également en Afrique du Sud, lancer une entreprise, ça a été facile? Alors, moi j'étais conseil pour des mines. Dans un déjà cabinet, établies. oui. Je n'aurais pas forcément d'opinion intéressante sur comment ouvrir une mine en Afrique du Sud. En revanche, je sais qu'il y a une myriade de services autour des mines d'or et qu'eux, ils cherchent à se digitaliser, ils cherchent à s'équiper et que c'est vraiment un endroit où il y a des ressources. Donc ça peut être intéressant de l'adresser. Préciser aussi, c'est que les Perrine Croiteau. Français bénéficient d'une très bonne image en fait en Afrique du Sud. Donc ça ouvre des portes d'arriver avec la bannière française. Et je rejoins ce que disait Richard, il faut absolument avoir des relais locaux. Tous les grands groupes sont présents aujourd'hui Voilà. en Afrique du Sud, les grands groupes français. Oui, les grands groupes français sont présents, absolument. Et on bénéficie vraiment d'un accueil assez positif, à la fois pour trouver des partenaires comme pour trouver des prospects. Mais je pense que d'avoir des partenaires locaux qui comprennent le marché, qui ont aussi les bonnes connexions sur place, est à mon avis essentiel pour réussir dans ce pays. Alors, vous parliez de culture, anglophone, francophone. Je vous propose à présent un reportage sur les différences culturelles. La principale différence que je remarque, c'est que les Sud-Africains attendent beaucoup moins des pouvoirs publics que les Français. Ils sont beaucoup plus volontaires, très entrepreneurs. Cela tient sûrement à l'histoire qu'ils ont vécue. Alors, Richard Simonet, cette différence culturelle, Ouais, je rejoins Alain, effectivement, sur cet aspect-là. C'est des gens qui ont appris à vivre, comme on disait tout à l'heure, seuls pendant toute la période de l'apartheid. Je pense aussi que ça les freine quelque part aussi à leur expansion vers l'extérieur aujourd'hui, notamment au niveau agricole, parce qu'effectivement, on voit des terres qui sont pas utilisées aujourd'hui dans certains domaines. Donc il y a quelque chose à faire pour qu'ils continuent à se développer. Mais après, on est sur une culture vraiment anglo-saxonne, plus qu'européenne ou francophone, quoi. vous l'avez vécu comme ça, Sébastien Hervieux, cette différence de culture? Oui, et surtout, moi, ce qui m'a frappé, entre par exemple l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe, où je pouvais aller à différentes occasions, c'est la curiosité pour le monde extérieur et l'ouverture vers le monde extérieur. Alors, ça dépend évidemment des catégories sociales, des classes sociales, mais au Zimbabwe, on sentait notamment à travers le système éducatif qu'il y avait un intérêt pour l'extérieur. Il y avait une sorte de culture commune sur l'international, on avait des connaissances minimales. En Afrique du Sud, il faut monter assez haut dans les hiérarchies sociales pour trouver des gens avec qui on va pouvoir discuter des affaires du monde et comment ça se passe même sur le continent africain. Et ça, je pense que pour les entreprises sud-africaines, pour s'étendre ou essayer d'aller à l'extérieur, c'est difficile. La deuxième chose, c'est que sous l'apartheid, justement, avec le régime de l'apartheid, ils ont appris à construire des champions nationaux. Donc en gros, ils ont des entreprises qui sont très fortes dans chacun de leurs domaines. Et c'est difficile, j'imagine, pour les entreprises françaises de venir et d'apporter autre chose. En tout cas, dans la culture, c'est pas évident. Après, il y a beaucoup de choses à faire dans la sous-région et sur le continent africain. Perrine Croiteau, dans le milieu des affaires, est-ce qu'il y a des codes culturels à respecter? Oui, tout à fait. Alors déjà, quand on parle de la culture sud-africaine, c'est assez compliqué puisque c'est une culture qui est très composite. Bah oui, il y a les Zoulous, les Xhosa. Exactement, il y a 11 langues officielles. Donc en fonction de la personne à qui on s'adresse, on n'a pas du tout les mêmes codes, aussi bien dans les affaires que dans les relations interpersonnelles. Il faut y aller avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui encore, c'est un pays qui est fracturé. Les gens vivent ensemble, mais finalement vivent à côté les uns des autres plutôt que vraiment se mélangent. Et il faut être capable d'accepter des conversations qui parfois sont très gênantes pour nous. Il faut être capable de prendre du recul un petit peu par l'histoire de ce pays. Et puis c'est surtout, on ne s'adresse pas de la même façon en fonction des communautés et il faut savoir respecter ça. Aslokis, pendant les 4 ans que vous avez vécu là-bas, est-ce que vous avez senti cette différence culturelle? Comment vous l'avez vécue? Je rejoins Perrine, il y a beaucoup de cultures différentes qui coexistent.
Dans la culture du travail, en tout cas, oui, il y a clairement un côté anglo-saxon. On arrive tôt, on part tôt, on cherche à être très efficace. Donc quand on arrive en tant que francophone et qu'on propose par exemple des choses bêtes comme des déjeuners, c'est des choses qui ne passent pas toujours. Mais par contre, on va essayer d'aller vers des petits déjeuners. Et oui, de toute manière, dans les affaires, moi j'évitais toujours ces sujets qui pouvaient être parfois polémiques. Mais ça, c'était dans le milieu des affaires, mais dans la vie quotidienne. Alors, il y a plusieurs sociétés qui travaillent en parallèle. Qui coexistent. Qui coexistent. Moi, j'avais, pour donner une expérience purement personnelle, au bout de 4 ans, je vais dans mon cercle d'amis qui était français, mais aussi sud-africain, et j'avais peu de gens d'origine, quelques Indiens, mais peu d'Africains à la peau noire. Et je n'ai pas fait de discrimination au début. C'est juste que en étant dans le monde de l'entreprise, C'est pas parce que les Français ont tendance à vivre en communauté d'Afrique du Sud, justement, à cause des problèmes d'insécurité. Mais là, c'était hors communauté française. C'est-à-dire, on est dans une société, c'est compliqué d'être très divers. Et d'ailleurs, des endroits à Johannesburg où il y a des gens de toutes les couleurs de peau qui font la fête ensemble, par exemple, ou vont au restaurant ensemble, il y en a assez peu. Il y en a quand même. Il y en a. Plus à Johannesburg qu'à Richard Simonet. Cape Town, sans qu'il y ait de séparation dite, effectivement, on va trouver des bars où il n'y a que des blacks et d'autres bars où il n'y a que des blancs. Quoi. Dans la même rue. Dans la même rue. Alors qu'à Johannesburg, quand même, il y a plus cette tendance à se mélanger. Je pense aussi parce que la classe moyenne black est plus importante à Johannesburg qu'elle peut l'être à Cape Town. Vous l'avez vécu comme ça aussi, Sébastien? Il suffisait d'aller dans un restaurant, on disait sous l'apartheid qu'il y avait les restaurants pour les blancs et parfois les restaurants pour les noirs. À Johannesburg, qui est quand même le lieu où il y a le plus grand brassage, on arrivait quand même à un niveau où, dans la plupart des restaurants, on pouvait avoir des noirs et des blancs, mais ils étaient souvent pas assis à la même table. Et s'ils étaient assis à la même table, c'est souvent qu'il y avait un étranger qui faisait partie du groupe. Et c'est dans le lieu où on est censé avoir le plus grand brassage. Après, c'est pas si étonnant que ça non plus, puisque on a 80% de noirs, 10% de blancs, et puis les Indiens et Asiatiques. Ça fait seulement que 20 ans que l'apartheid est tombé. Dans quel endroit ces gens se mélangent? C'est seulement lors des études supérieures dans les universités. Dans les entreprises, il y a des services, il y a des secteurs en tout cas qui sont plus pour les blancs, plus pour les noirs, et liés aussi au programme de discrimination positive qui fait monter des noirs, mais seulement dans certains secteurs comme la communication ou autres. Et donc c'est normal que tout ça prenne un peu de temps, mais effectivement c'est pas évident d'avoir des amitiés mixtes, on va dire, et aussi parce que cette difficulté à être ouvert sur l'extérieur ou à avoir une culture du monde extérieur est pas évidente non plus. Nous allons marquer une pause. L'Afrique du Sud est connue pour avoir un taux de criminalité très élevé, en moyenne 49 meurtres par jour. La situation est-elle identique à Johannesburg, Pretoria, Durban ou le Cap, qui sont les principales villes, Perrine Croato?
Alors déjà, la criminalité, elle arrive surtout dans les grandes villes, principalement dans les townships, qui sont les zones de bidonvilles où vivent les populations les plus démunies. Je pense que ce sont eux qui sont vraiment les premiers touchés par la criminalité. On en parle beaucoup à l'échelle des expatriés, mais finalement, à partir du moment où on respecte les règles qui sont très claires quand on part vivre dans un pays comme l'Afrique du Sud, on n'est pas si exposé que ça. J'ai envie de dire que moi, dans mon quotidien, je me suis jamais sentie menacée et je l'ai jamais vécu. Par contre, il est vrai que ça existe. Le Cap et Johannesburg, notamment, sont extrêmement soumis à l'insécurité. Mais je pense que c'est un problème qui est largement surexposé par rapport à ce qu'on vit vraiment sur le terrain. Richard Simonet, à Johannesburg, quels sont les quartiers les plus sûrs, à votre avis ? Tous les quartiers nord de Johannesburg sont sécurisés, on va dire. Mais je rejoins totalement Perrine sur cet aspect-là. C'est qu'on est, je pense, sur un énorme marché aussi d'entreprises de sécurité qui survendent de la sécurité à chaque maison. Le but, c'est d'avoir plus de fils électriques autour de son jardin que son voisin. Et au bout du compte, quand on discute avec des consultants en sécurité, ils vous disent de toute façon, il rentrera par la porte. Donc, parce qu'il va vous suivre votre voiture, il va rentrer directement avec vous, il va se faufiler au dernier moment. Donc il faut l'apprendre à vivre effectivement avec. On ne se sent pas en insécurité, mais effectivement, elle est présente, il ne faut pas la nier, c'est clair. Laszlo Kiss, malgré tout ça, il y a en Afrique du Sud, et notamment à Johannesburg, une qualité de vie qui est fort appréciable. C'est probablement l'un des endroits où il est le plus agréable de vivre sur cette terre. Je pense que j'ai fait dans ma vie 74 pays et c'est vraiment clairement le seul, à part la France, où je me suis installé. Vous avez le meilleur de l'Occident, enfin de l'Europe en tout cas, en termes d'infrastructures, d'avancées technologiques et de culture en partie, puisqu'il y a quand même des cinémas qui sont absents de beaucoup, et le meilleur de cette vibration que peut connaître, qu'on peut trouver au travers du continent, de cette chaleur humaine, et peut-être même relativement égoïstement, je dirais que la vie là-bas n'est pas chère. Donc on a très vite les restaurants surtout. Et voilà, mais tout. Je confirme. On a très vite un très haut niveau de vie. Et donc ça mis ensemble, plus 8 mois de soleil et des safaris à 1 heure de son lieu de vie, font que la vie est très agréable. Sébastien Reux, vous que partagez. Confirmer, si un jour je peux y retourner, j'y retournerai sans doute. Alors qu'est-ce que vous avez le plus aimé ? C'est vraiment ce rapport. On a vraiment, oui, comme vous le disiez, un meilleur de beaucoup de choses en fait. Et en plus, on est sur on sent cette vibration et ce cosmopolitisme qui est pas forcément évident. On sent que ça bouge. Quand je suis rentré à Paris, j'ai eu le sentiment que c'était un peu posé, que cette ville était quand même une ville musée, même si évidemment il s'y passe beaucoup de choses. On sent qu'il se passe des choses, on peut faire des rencontres, ça dépend où on a introduit, dans quel cirque, mais on peut faire assez de rencontres. C'est un lieu de passage aussi, Johannesburg, à la fois un lieu de migration par rapport à tout le pays, mais aussi un lieu de migration, en tout cas de la partie anglophone africaine. Toute l'Afrique subsaharienne. Et de l'Afrique subsaharienne. On sent qu'il se passe des choses. Johannesburg change beaucoup. J'y suis resté 8 ans. Ça n'a pas grand-chose à voir entre le moment où je suis arrivé en 2008 et quand j'en suis parti en 2016. Et donc oui, ça va vivre. Et je sais que si j'y retourne dans quelques années, ça va encore changer. Donc ça donne envie d'y retourner. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le plan culturel, Perrine Croiteau ? C'est ça, moi, à mon arrivée, la première impression que j'ai eue de Johannesburg, c'est vraiment ce dynamisme, cette énergie du continent africain qui se retrouve vraiment dans le cosmopolitisme, dans la culture, dans la richesse des échanges qu'on a. J'ai eu la chance de vivre à Cape Town et pour faire un parallèle, j'ai aussi vécu en Australie et j'ai jamais retrouvé cette énergie... et cette voilà, on sent vraiment qu'on est au cœur du continent africain qui est en train de se développer et finalement l'image du continent africain qu'on n'a pas forcément dans les médias ou qu'on n'a pas forcément en tant qu'Européens, où on se rend compte que il y a une richesse culturelle, il y a un passé qui est lourd mais finalement on passe au-dessus de ça et puis la production artistique, les musées, la scène musicale, les endroits pour sortir font vraiment de Johannesburg une ville très dynamique. C'est tout ça que vous avez aimé, Richard Simonet ? Pareil, oui. Effectivement, avec un climat exceptionnel, parce que tous les jours de l'hiver, vous réveillez un grand ciel bleu, donc on ne se pose pas de questions. Et puis effectivement, plein d'innovations, que ce soit dans le design, que ce soit même dans les nouvelles technologies, où des choses se créent, notamment sur Cape Town. Et c'est pas pour rien qu'on a créé une French Tech qui a été créée par un Français sur place. Donc ça, ça marque aussi ce dynamisme-là. Et puis autour de Johannesburg, effectivement, 1 heure de voiture, vous êtes dans les montagnes, vous pouvez faire une marche pendant plusieurs heures et vous retrouver au milieu de la nature, quoi. Alors je vous propose de passer à un autre sujet sur le système éducatif à Johannesburg. Grâce à la EFE, la France dispose du réseau scolaire le plus développé à l'étranger et nous en bénéficions grandement à Johannesburg.
Le lycée Jules Verne accueille près de 1200 élèves. Mais les Français ont aussi la possibilité d'intégrer le système scolaire sud-africain qui repose essentiellement sur le privé et peut donc coûter assez cher. Richard Simonet, je me tourne vers vous. Le lycée français, vous connaissez sûrement. Oui. Le lycée Jules Verne. Hein. J'y ai participé. J'étais élu au conseil d'administration pendant toute la durée de mon séjour sur place. Mes enfants sont arrivés pour mon plus jeune en CM2 et quittés en 3e. Ils en gardent bien sûr un excellent souvenir. C'est 1200 élèves, comme disait Alain, et c'est surtout 51 ou 52 nationalités différentes au sein du lycée. Donc, avec une annexe à Pretoria. Hein, une annexe à Pretoria pour jusqu'au primaire, et je crois qu'il devait lancer la 6e, ça doit être fait maintenant. Mais effectivement, la possibilité aussi pour nos enfants de rencontrer d'autres cultures francophones, parce que beaucoup d'Africains de l'Ouest ou de RDC ou autres installent leur famille effectivement en sécurité sur Johannesburg pour pouvoir travailler sur place. Alors Sébastien Hervieux, vous évoquez le problème de la formation. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour avoir un système éducatif performant en Afrique du Sud ? Il manque plusieurs choses. Tout d'abord, peut-être une volonté plus importante. Et l'argent est mis. On a l'un en termes de pourcentage de budget qui est très important. Le problème, c'est pas la somme d'argent, mais c'est l'utilisation de l'argent. On a beaucoup de mal à répartir l'argent comme il faut. On a des mal à avoir des gens qui sont compétents pour faire des écoles, des établissements assez performants. On a des professeurs et des maîtres qui, la plupart du temps, encore je crois 40 à 50% d'entre eux, ont été formés sous l'apartheid. Ce sont des Noirs, effectivement, ils n'ont pas reçu la meilleure éducation à l'époque. Et on disait que si jamais on devait leur faire repasser le bac à eux aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr qu'ils l'auraient. Donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, il y a une question d'équipement aussi dans les écoles. On a encore certaines écoles, il n'y en a quasiment plus, mais on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas forcément d'eau et d'électricité. Voilà, et la problématique, elle est avant tout aussi dans les campagnes où on a énormément de mal à le temps de marche qu'il faut pour aller sur place pour certains endroits. Donc voilà, et c'est là où l'effort devrait être mis le plus possible, puisque c'est l'avenir et on a une jeunesse qui arrive et j'ai pu être le témoin également de l'accès à l'information pour avoir accès aux études supérieures est très difficile à avoir aussi. Donc on peut avoir son bac, on peut être à bonne note, elle coûte très cher, il y a des bourses quand même, mais une fois même si on a un bac avec une bonne note, mais qu'on n'a pas l'accès à l'information pour savoir qu'est-ce qu'on fait après en études supérieures, c'est un talent gâché, il y en a beaucoup en Afrique du Sud aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin, merci. À suivre dans le cadre du Spécial Canada 2018, une émission consacrée à l'implantation des entreprises, puis à 19h, cap vers le sud de l'Europe. Nous irons à Faro, au Portugal. I am 4, I can read and I can write. J'ai 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris, et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.